La matinée était grise, comme si le ciel reflétait l'état de mon âme. Depuis la mort d'Isabelle il y a 3 ans, chaque jour est comme une répétition du précédent, une insupportable monotonie de douleur et de désir. Je me suis retrouvé dans ma bibliothèque, entouré de piles de livres que je n'arrivais pas à terminer, quand quelque chose d'inhabituel a attiré mon attention. Sur mon bureau, il y avait une lettre. Il n'était pas courant d'y trouver de la correspondance. La plupart de mes contacts se faisaient par email ou par téléphone, et peu de personnes connaissaient l'adresse de mon refuge à Paris. La lettre n'avait pas d'adresse de retour, mais l'écriture manuscrite était étrangement familière. Mon cœur s'emballa et mes mains tremblèrent lorsque je ramassai l'enveloppe. « Ce n'est pas possible !» murmurai-je, reconnaissant l'écriture élégante et fluide que je connaissais si bien. C'était l'écriture d'Isabelle. Avec un mélange d'anxiété et de peur, j'ai ouvert l'enveloppe. À l'intérieur se trouvait une feuille de papier soigneusement pliée. En le dépliant, j'ai failli m'évanouir en voyant la signature à la fin du message, Isabelle Dufresne. Jean-Pierre. Je sais que cela peut sembler impossible, mais je suis en vie. J'ai besoin de votre aide. Trouve-moi. Avec amour. Isabelle. Les mots ont dansé devant mes yeux et pendant un instant, j'ai cru que je perdais la raison. Isabelle était morte. J'ai moi-même vu son corps sans vie, froid et incolore, descendu dans le tombeau. Comment cette lettre pourrait-elle provenir d'elle? J'ai laissé tomber la lettre, ressentant le poids écrasant de la confusion et de la peur. Ça ne pouvait pas être vrai. Qui jouerait avec moi de cette manière cruelle? J'avais besoin de réponses, et il n'y avait qu'un seul endroit où je pouvais commencer à les chercher, la tombe d'Isabelle. J'ai roulé jusqu'au cimetière, le vent froid de l'automne me mordant le visage. Le chemin menant à la tombe d'Isabelle lui était désormais douloureusement familier. Chaque pas semblait m'enfoncer plus profondément dans la douleur du passé. À mon arrivée, j'ai senti un frisson me parcourir le dos. Le tombeau était vide. « Ce n'est pas possible », murmurai-je en m'agenouillant devant la tombe ouverte. « Isabelle, où es-tu » Le sentiment de perte et de désespoir m'a envahi. C'était comme s'il revivait son chagrin pour la 2e fois. Je me suis levé, déterminé à découvrir la vérité. J'ai quitté le cimetière, le cœur battant à tout rompre, et je suis retourné à ma voiture. J'avais besoin d'aide, de quelqu'un qui pourrait enquêter sur ce qui se passait. Laurent Moreau, un détective privé qui avait déjà travaillé pour moi, était ma meilleure option. J'ai décroché le téléphone et je l'ai appelé. Après quelques sonneries, il répondit. « Laurent, c'est Jean-Pierre. J'ai besoin de ton aide immédiatement. » « Bien sûr, Jean-Pierre. »« Que s'est-il passé ?» répondit-il, l'inquiétude évidente dans sa voix. « J'ai reçu une lettre, d'Isabelle. Et son tombeau est vide. Est-ce grave ? Je serai là dans 30 minutes. Ne fais rien avant d'y être. » J'ai raccroché et j'ai attendu, chaque minute me paraissant une éternité. Quand Laurent est enfin arrivé, je lui ai expliqué toute la situation en lui montrant la lettre. « C'est incroyablement étrange, » dit-il en fronçant les sourcils en examinant le papier. « Commençons par le début. Je vais enquêter à la morgue et voir si je peux trouver des indices sur ce qui aurait pu arriver au corps d'Isabelle. » J'ai hoché la tête, sentant une flamme d'espoir s'allumer dans ma poitrine. Si quelqu'un pouvait découvrir la vérité, c'était bien Laurent. Et j'étais prêt à tout pour découvrir si Isabelle était vraiment en vie ou si tout cela n'était qu'un canular élaboré et cruel. La nouvelle du tombeau vide d'Isabelle m'a laissé dans un état de consternation et de désespoir. Je ne pouvais penser à rien d'autre qu'à la lettre et à la possibilité qu'elle soit en vie. J'ai décidé que j'avais besoin de l'aide d'un professionnel pour percer ce mystère. C'est ainsi que j'ai embauché Laurent Moreau, un détective privé réputé pour sa capacité à résoudre des affaires complexes et souvent surnaturelles. « Laurent, j'ai besoin que tu découvres ce qui est arrivé au corps d'Isabelle. Quelque chose de très étrange se produit et j'ai besoin de réponses, dis-je, la voix tremblante, en lui tendant la lettre. Il prit la lettre et l'examina attentivement, ses yeux bleus perçants analysant chaque détail. Je vais commencer par la morgue où elle a été emmenée après sa mort. Peut-être y trouverons-nous un indice, répondit Laurent avec assurance. Les jours qui suivirent furent un supplice d'attente et d'incertitude. Laurent m'a tenu informé de chaque étape de son enquête. C'est alors qu'il m'apporta les premières nouvelles inquiétantes. Jean-Pierre, les archives de la morgue ont disparu. Tous les documents concernant Isabelle ont tout simplement disparu. De plus,
Plusieurs employés ont mystérieusement démissionné peu après sa mort, raconte Laurent en feuilletant un carnet rempli de notes. Ça n'a aucun sens. Comment quelque chose comme ça a-t-il pu arriver sans que personne ne s'en aperçoive? Ai-je interrogé, sentant la colère et la frustration monter en moi. Il y a plus, poursuivit Laurent avec hésitation. J'ai reçu des informations selon lesquelles la morgue était le lieu d'expériences secrètes. J'ai trouvé une ancienne employée prête à parler. Elle s'appelle Marie. Je pense que nous devrions l'écouter. J'ai immédiatement accepté, et bientôt nous étions dans un café discret, attendant Marie. Elle arriva nerveusement, regardant autour d'elle comme si elle avait peur d'être suivie. Il s'assit à notre table et commença à parler à voix basse. Je travaillais à la morgue quand Isabelle y a été amenée. Il y avait des rumeurs selon lesquelles d'étranges expériences étaient faites, mais je n'aurais jamais imaginé qu'elles pourraient impliquer des morts, a avoué Marie, les yeux remplis de peur. Une nuit, j'ai entendu des voix et vu des lumières étranges venant du sous-sol. J'ai essayé d'enquêter, mais j'ai été arrêté par l'un des médecins. Après cela, j'ai commencé à recevoir des menaces et j'ai décidé de démissionner. Pendant qu'elle parlait, mon téléphone s'est mis à sonner. J'ai regardé l'écran et mon cœur s'est presque arrêté. C'était un numéro inconnu, mais la voix à l'autre bout du fil était indubitable. « Jean-Pierre, tu dois me retrouver. »« Je suis en vie, » dit la voix féminine, si semblable à celle d'Isabelle que mes mains se mirent à trembler. « Isabelle ? C'est toi ?» J'ai demandé, désespéré d'avoir une réponse, mais la ligne est tombée en panne. J'ai partagé ce qui s'est passé avec Laurent et Marie, également perplexes. Cela confirme que nous avons affaire à quelque chose de bien plus grand que ce que nous imaginions, a déclaré Laurent, essayant de rester calme. Au milieu de cette tempête d'émotions, j'ai découvert un récent magazine de mode qui contenait une vieille photo d'Isabelle. Il était impossible de ne pas reconnaître son visage angélique, mais que faisait-elle dans une publication en cours? Cela n'a fait qu'augmenter ma confusion et mon besoin de réponse. Laurent, j'ai besoin de savoir ce qui se passe. On dirait de plus en plus qu'Isabelle est en vie, mais comment est-ce possible? Et pourquoi? Ai-je demandé, me sentant au bord de la dépression. Nous allons poursuivre notre enquête. Nous sommes déjà sur le point de découvrir la vérité, a répondu Laurent avec une détermination qui m'a donné une lueur d'espoir. Ainsi, avec l'aide de Laurent, j'ai approfondi ce mystère, déterminé à découvrir la vérité sur Isabelle et les événements surnaturels qui tournaient ma vie au cauchemar. Je me suis réveillé ce matin-là avec la tête qui martelait, comme si tous les événements des derniers jours s'étaient accumulés en un seul point, poussant mon esprit à l'extrême. J'avais à peine le temps de me ressaisir que Laurent frappa à la porte, avec cette expression sérieuse que je commençais déjà à reconnaître comme d'habitude. Il tenait un vieux cahier usé, quelque chose qui semblait avoir été caché depuis des années, voire des décennies. « Jean-Pierre, il faut qu'on parle, » dit Laurent, la voix pleine d'urgence. Je m'assis sur le canapé, sentant le poids du cahier comme s'il était la clé pour déchiffrer le mystère qui me dévorait. Laurent ouvrit le journal et commença à le lire à haute voix, sa voix résonnant dans toute la pièce. Isabelle était plus qu'une belle femme charismatique. Elle faisait partie d'un groupe secret d'alchimistes. Ici, lisez par vous-même. J'ai pris le journal de ses mains et j'ai commencé à lire. Chaque mot me frappait comme un coup de poing dans le ventre. Isabelle, ma douce Isabelle, était impliquée dans quelque chose que je n'aurais jamais pu imaginer. Les pages étaient remplies de notes détaillées sur les rituels, les formules et les rencontres secrètes. Mais ce qui m'a le plus choqué, c'est de découvrir qu'elle avait un frère jumeau, Henri, dont je n'avais jamais entendu parler. Comment se fait-il que je n'ai jamais su ça? Isabelle n'a jamais mentionné Henri, dis-je, la voix tremblante. Laurent soupira. Elle avait ses raisons de garder le secret. Henri était obsédé par la découverte de la formule de l'immortalité. Il croyait pouvoir défier la mort elle-même. Le sol semblait s'ouvrir sous mes pieds. Si Henri était à ce point obsédé, qu'aurait-il pu faire d'Isabelle? Était-il possible qu'il ait fait une expérience sur elle, quelque chose qui la ramènerait, mais d'une manière tordue et macabre? Jean-Pierre, il y a encore une chose, dit Laurent en interrompant mes pensées. Il m'a remis une lettre semblable à la première que j'avais reçue. Je l'ai ouverte en serrant la main. Jean-Pierre, si tu crois encore en moi, viens me retrouver à l'hôtel particulier abandonné de la banlieue parisienne. Je t'attends. Isabelle. J'ai senti un rhume parcourir ma colonne vertébrale. Le manoir abandonné était un endroit que je connaissais bien,
un endroit qu'Isabelle et moi visitions souvent au cours de nos aventures romantiques. Maintenant, cela semblait être le théâtre de quelque chose de bien plus sinistre. Nous devons y aller, dis-je, déterminé. S'il y a une chance de retrouver Isabelle, je ne peux pas la laisser passer. Laurent hocha la tête. Mais nous devons être prêts à toute éventualité. Si Henri est impliqué, nous ne savons pas ce que nous pourrions trouver. Alors que nous préparions le voyage, je n'ai pas pu m'empêcher de réfléchir à tout ce que j'avais découvert. Isabelle, alchimiste. Henri, fanatique de l'immortalité. Et j'étais coincé dans un cauchemar dont je ne pouvais pas me réveiller. Sur le chemin du manoir, Laurent et moi avons discuté des implications possibles des découvertes. Pensez-vous qu'Henri a compris la formule, ai-je demandé, la voix pleine de désespoir. S'il le faisait, cela expliquerait beaucoup de choses. Mais cela voudrait aussi dire qu'on a affaire à quelque chose de très dangereux, a répondu Laurent. Finalement, nous sommes arrivés au manoir. L'endroit était en ruine, mais il conservait toujours une aura de mystère et de puissance. Nous sommes entrés prudemment, explorant chaque pièce à la recherche d'indices. Le manoir ressemblait à un labyrinthe, chaque couloir menant à de nouveaux mystères. Laurent, ici. J'ai crié, trouvant un compartiment secret dans le sol. Dès l'ouverture, nous avons découvert un laboratoire doté de matériel d'alchimie. Mais ce qui a le plus retenu mon attention, c'est un vieux portrait d'Isabelle, me regardant directement, comme si elle savait que je serais là. Qu'est-ce que cela signifie? Ai-je demandé, plus à moi-même qu'à Laurent. Avant qu'il ait pu répondre, nous avons entendu un murmure qui semblait venir de partout. Jean-Pierre. Avez-vous entendu que? Ai-je demandé, mon cœur battant à tout rompre. Laurent hocha la tête, le visage pâle. Oui, nous l'avons entendu. Nous devons découvrir d'où cela vient. Suite au bruit des chuchotements, nous avons trouvé un passage secret qui menait à une chambre souterraine. Ce que nous y avons trouvé allait changer nos vies pour toujours. Mais c'est une histoire pour un autre chapitre. Arriver au manoir abandonné, c'était comme franchir un portail vers une autre réalité. L'imposant bâtiment se dressait devant nous, enveloppé d'un épais brouillard qui semblait vibrer d'une vie propre. Le vent soufflait à travers les arbres environnants, produisant un son presque chuchotant qui me donnait la chair de poule. Laurent, à côté de moi, avait l'air tout aussi mal à l'aise mais déterminé. « Entrons », dit-il d'un ton qui tentait de masquer son inquiétude. J'ai hoché la tête et ensemble nous avons avancé. En ouvrant la porte du manoir, nous avons été accueillis par un air lourd et oppressant. L'intérieur était en ruine, couvert de poussière et de toiles d'araignée. L'atmosphère était suffocante, comme si la maison elle-même était vivante, respirant lentement autour de nous. Cela ressemble tout droit à un cauchemar, murmurai-je tandis que la lampe de poche de Laurent éclairait le chemin devant nous. Chaque pas résonnait dans les couloirs vides, créant une symphonie de bruits inquiétantes. Notre priorité est de trouver des indices sur Isabelle, répondit Laurent en me regardant avec une expression sérieuse. Séparons-nous. Je vais enquêter en bas, tu prends l'étage. J'ai hoché la tête, malgré la peur qui me serrait la poitrine. J'ai monté les escaliers grinçants, chaque marche étant comme un avertissement. Au sommet, j'ai trouvé un long couloir plein de portes. La première pièce dans laquelle je suis entré ressemblait à un vieux bureau. J'ai fouillé les tiroirs et les étagères poussiéreux, jusqu'à ce que mes yeux soient attirés par une table recouverte de vieux tissus. Sous eux, j'ai découvert une série de lettres. Quand je les ai lues, mon cœur s'est accéléré, il s'agissait d'échanges entre Isabelle et Henri, discutant en détail d'un rituel de résurrection. Henri, il faut faire attention. La frontière entre la vie et la mort est délicate, lit-on dans l'une des lettres d'Isabelle, de son écriture incomparable. Ne vous inquiétez pas, ma sœur. J'ai tout sous contrôle, répondit Henri dans une autre lettre. J'avais la tête qui tournait face aux révélations. Isabelle et Henri étaient profondément impliqués dans quelque chose de sombre, bien au-delà de ce que je pouvais imaginer. Mon estomac s'est effondré, mais j'ai continué la recherche. Dans un coin du bureau, un vieux portrait d'Isabelle a attiré mon attention. En le regardant, j'ai eu l'étrange sensation que ses yeux me suivaient. Jean-Pierre, j'entendis un murmure, doux et presque imperceptible, venant de quelque part dans la pièce. J'étais transi jusqu'aux os. Laurent. Laurent. J'ai appelé, ma voix résonnant dans les couloirs. Il n'y a eu aucune réponse. Je descendis les escaliers rapidement, le cœur dans la bouche. Laurent, où es-tu? J'ai encore crié,
mais le silence était la seule réponse. J'ai couru dans les couloirs jusqu'à trouver l'entrée du sous-sol. L'obscurité en dessous était si épaisse qu'elle semblait avaler la lumière de la lampe de poche. Je descendis, chaque pas plus effrayant. Le sous-sol était un dédale de couloirs étroits et de pièces humides. Finalement, j'ai trouvé une pièce qui ressemblait à un laboratoire alchimique. Du vieux matériel, des livres et d'étranges symboles recouvraient les murs. Au centre, une table en pierre, recouverte d'instruments que je n'avais jamais vus auparavant. Laurent. J'ai rappelé, la voix tremblante. Un bruit venant d'un coin sombre fit presque arrêter mon cœur. Lentement, je me suis approché et n'ai trouvé qu'une chaise tombée, comme si quelqu'un s'était levé brusquement. Jean-Pierre. Le murmure encore, maintenant plus clair. Je me retournai et vis le portrait d'Isabelle qui semblait m'avoir suivi là-bas. Ses yeux, presque vivants, me fixaient. Isabelle ? C'est toi ? Ai-je demandé, me sentant ridicule mais incapable de contenir mon espoir. Aidez-moi. La voix semblait provenir du portrait lui-même. J'ai senti ma raison glisser entre mes doigts. Soudain, un froid intense parcourut la pièce. J'ai regardé autour de moi mais je n'ai vu que des ombres. L'atmosphère devenait de plus en plus dense, presque insupportable. Laurent, où es-tu ? J'ai crié une fois de plus, mais la réponse a été un silence inquiétant. Le bruit des pas résonna dans le couloir et une silhouette émergea de l'obscurité. Ce n'était pas Laurent. C'était Henri, les yeux brillants d'une intensité presque surnaturelle. « Jean-Pierre, on se rencontre enfin », dit-il avec un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. « Bienvenue sur mon domaine. » À chacune de ces paroles, je me sentais sombrer plus profondément dans un cauchemar dont je ne parvenais pas à me réveiller. Le manoir, le portrait, les chuchotements. Tout semblait conspirer contre moi. « Henri, où est Isabelle ?» demandai-je en essayant de garder ma voix ferme. Il rit, un son froid et vide. « Tout cela attend, Jean-Pierre. Il faut d'abord comprendre ce qui se passe réellement ici. » Le sort d'Isabelle, de Laurent et peut-être même du mien était désormais entre les mains de cet homme dérangé. À son approche, j'ai senti que le véritable voyage ne faisait que commencer. Les murmures semblaient guider mes pas, de plus en plus profondément dans le manoir abandonné. L'air était lourd, imprégné de l'odeur métallique des vieilles expériences. Mon cœur battait à tout rompre alors que je m'approchais d'un mur couvert de toiles d'araignée. Avec hésitation, je l'ai touché et, à ma grande surprise, il s'est ouvert, révélant un passage secret. Je descendis un escalier étroit et sombre, éclairé uniquement par la faible lueur de vieilles bougies. Alors que j'approchais du bout des escaliers, j'ai entendu un murmure constant, comme une prière répétée encore et encore. Finalement, j'ai trouvé une chambre souterraine. Au centre, entourée de symboles alchimiques complexes, se trouvait Isabelle. Elle était vivante, mais dans un état de transe profonde. Ses yeux, bien couverts, semblaient vitreux et vides. « Isabelle !» J'ai crié en courant vers elle, mais avant que je puisse l'atteindre, une silhouette a émergé de l'ombre. « Jean-Pierre, on se rencontre enfin », dit Henri avec un sourire énigmatique. « Bienvenue sur mon domaine. » Henri, murmurai-je, ressentant un mélange de colère et de confusion. « Que as-tu fait à Isabelle ? » « Elle est entre le monde des vivants et celui des morts, » expliqua Henri d'un ton presque désinvolte. « Le rituel de résurrection a fonctionné, mais il y a eu un coup. Elle est piégée dans cet état. »« Tu es fou ?» J'ai crié en m'avançant vers lui, mais il a levé la main, et une force invisible m'a paralysé. « Calme-toi, Jean-Pierre. Je peux la libérer complètement, mais pour cela j'ai besoin de ton aide, » dit-il en s'approchant d'une table couverte d'instruments alchimiques. « Un deuxième rituel est nécessaire, mais il est risqué. Cela pourrait vous coûter la vie. » Je regardais Isabelle, le cœur serré. L'idée de la perdre à nouveau était insupportable, mais la promesse de la retrouver, vraiment, me tentait. « Pourquoi devrais-je te faire confiance ? » ai-je demandé en essayant de garder ma voix ferme. Henri laissa échapper un rire sombre. « Parce que tu n'as pas le choix. Soit tu l'aides, soit elle restera dans cet état pour toujours. » Mais ensuite, quelque chose en moi a commencé à se rebeller contre cette situation. Les pièces du puzzle ont commencé à se mettre en place. Soudain, un souvenir est revenu, une conversation que j'ai eue avec Isabelle peu avant sa mort. Elle avait mentionné quelque chose à propos d'un frère obsédé par l'immortalité, mais n'était jamais entrée dans les détails.
Tu n'as jamais vraiment été ma fiancée, n'est-ce pas? Ai-je demandé en regardant Henri directement dans les yeux. Henri hésita un instant, puis son sourire disparut. Tu es plus intelligente que je ne le pensais. Isabelle n'a jamais été ton épouse. Elle était ma création, une illusion pour réaliser mes expériences. Alors tout cela n'est qu'un mensonge, ma voix tremblait de colère et de désespoir. Pas tout à fait, répondit calmement Henri. Isabelle est réelle, mais la version que tu as rencontrée était une projection de moi. La vraie Isabelle est là, et toi seul peux la sauver. J'ai regardé la silhouette immobile d'Isabelle au centre de la pièce. Que dois-je faire? S'il aidait Henri, il pourrait la perdre pour toujours. Si elle ne l'aidait pas, elle resterait coincée dans ses limbes. Jean-Pierre, la voix d'Isabelle, faible et lointaine, résonnait dans la salle. Aide-moi. J'ai pris une profonde inspiration, sentant le poids de la décision que j'allais prendre. Qu'est-ce que je dois faire?